Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues, c'est un honneur de vous accueillir pour ce panel de haut niveau consacré à renforcer le pouvoir de négociation de l'Afrique. Pour discuter de ces enjeux, nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui deux personnalités exceptionnelles dont l'engagement a marqué de nombreux débats internationaux. Son Excellence Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, et Madame Nathalie Dallapalme, directrice exécutive de la Fondation Mo Ibrahim. Mesdames, nous sommes impatients de recueillir vos réflexions éclairées sur les leviers politiques, économiques et institutionnels qui permettront ainsi à notre continent non plus de subir, mais de contribuer à définir les règles du jeu et d'affirmer enfin sa place comme puissance d'idées et d'action. Je vous remercie et vous invite maintenant à prendre la parole. Bonjour à tous. Je suis très honorée et heureuse de ce débat, cet échange avec Madame la secrétaire générale de la francophonie sur le thème « Renforcer le pouvoir de négociation de l'Afrique ». Alors, Madame la secrétaire générale, on est aujourd'hui dans un monde qui a évidemment profondément changé depuis la mise en place, il y a exactement 80 ans, du système onusien et des institutions de Bretton Woods. À cette époque, le sentiment général était que les guerres, les catastrophes naturelles, la pauvreté endémique, les épidémies étaient l'apanage du continent africain et qu'il fallait aider le continent à assurer son développement, sa sécurité, sa stabilité. Aujourd'hui, la guerre est en Europe. Les incidents climatiques et les pandémies ignorent superbement à la fois les frontières et les niveaux de revenus. Les écarts, les inégalités, sources d'instabilité, sont au sein même des pays développés. Donc on est effectivement dans un contexte complètement différent et qui nous amène à dire que tous les défis aujourd'hui du monde contemporain, qu'il s'agisse des conflits, du terrorisme, de la cybersécurité, du changement climatique, de la réduction des inégalités, sont des défis qui sont partagés et qui appellent des réponses et des solutions partagées. Et sans le continent africain, il sera impossible de les résoudre. Je rappelle ici que le continent africain, ce sera 1/3 de la population mondiale en 2100, et c'est 1/3 aujourd'hui des ressources globales minières. Donc, il y a eu quelques progrès qui ont été effectués, réalisés récemment en matière de représentation, de représentativité du continent sur la scène internationale, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que ça reste encore un petit peu limité. Alors, comment l'expliquer ? Alors, merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette conférence. On nous a dit que ce n'est pas vraiment une conférence, mais une plateforme, un état d'esprit. Et je suis heureuse de pouvoir participer à cette édition inaugurale de ISCA. C'est vrai que l'Afrique a du chemin à faire. Et c'est vrai aussi qu'il y a une part qui revient à l'Afrique et il y a une part qui revient au reste du monde ou aux partenaires de l'Afrique. Alors, j'aimerais peut-être commencer là où je devrais terminer cette conversation. Personne ne s'attend à des agents du protocole dédiés à l'Afrique pour aller les inviter et les amener à la table des négociations. L'Afrique doit occuper sa place, la place qui lui revient. Cela aurait dû être le cas il y a déjà très longtemps, mais dans la continuité des échanges et des discours que nous avons suivis ce matin, les discours d'ouverture, l'Afrique, les Africains, nous devons intérioriser le fait que notre part est la plus grande, elle est la plus importante. C'est vrai que le monde
à des soucis qui sont partagés, qui appellent des solutions auxquelles l'Afrique doit participer, au-delà des aspects de sécurité, de climat, d'avenir. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais pour plusieurs raisons, dont certaines ont été évoquées, notamment pendant le panel avant le déjeuner. Il y a du travail à faire du côté africain, il y a du travail à faire du côté du reste du monde, mais moi je représente une organisation dont la moitié, par ailleurs un petit peu plus que la moitié, la majorité d'États qui composent l'organisation sont des États africains, donc la moitié des décideurs de la francophonie sont des pays africains. Et donc, j'ai l'occasion de suivre les différentes démarches. Je suis arrivée à la francophonie en sortant des affaires étrangères de ce pays, du continent africain, pendant 10 ans. J'observe qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on a besoin de l'Afrique. Chaque siècle qui vient, c'est le siècle de l'Afrique. Un continent qui a beaucoup d'atouts, beaucoup d'opportunités. Et effectivement, malgré cela, le constat est que nous n'avançons pas aussi vite que le monde avance. Ce qui est vrai aussi, c'est que le participant chinois tout à l'heure, M. Gao, tout à l'heure, a parlé de la dichotomie États-Unis d'Amérique-Chine, la question qui revient chaque fois aux Africains, surtout aux dirigeants africains, à savoir si l'Afrique est avec la Chine ou avec les États-Unis. Je ne vois personne poser la même question aux Européens, par exemple. Pourquoi est-ce que l'Afrique doit s'aligner derrière un seul pays, aussi puissant qu'il soit, et ne pas trouver son chemin avec plusieurs partenaires? Alors, l'Afrique, effectivement, c'est aussi un continent, pas un pays, avec une grande diversité culturelle, géographique, politique, économique. Mais pris dans l'ensemble, c'est un bloc puissant. C'est un groupe de pays qui a beaucoup à apporter à ces mêmes pays et au reste du monde. Et donc, je pense que le débat aujourd'hui, surtout dans ce contexte d'examen des aspects sécuritaires, et je remercie l'ISCA d'avoir pensé à la sécurité dans son ensemble, au-delà des aspects de défense, au-delà de la sécurité militaire policière. C'est à l'Afrique aujourd'hui d'arrêter de faire des constats. Et je pense que le débat pour nous, dans cette séance inaugurale, c'est vraiment de comprendre comment avancer sur tout ce qui n'avance pas et qu'on sait très bien, dont on parle souvent, dont on a parlé tout à l'heure, un acteur important. Et si je devais répondre directement à la question, l'Afrique doit pouvoir, dans son ensemble, identifier et poursuivre son intérêt. Alors je crois que la question c'est où est l'intérêt de l'Afrique? Oui, la question c'est où est l'intérêt de l'Afrique et comment le définir. Et puis c'est aussi ce que vous disiez, c'est-à-dire il ne suffit pas d'obtenir un siège supplémentaire, il faut pouvoir l'occuper efficacement. Comment effectivement arriver à articuler une position commune africaine qui soit fondée sur des intérêts, parce que finalement c'est la seule chose qui demeure. Comment faire pour progresser là-dessus? Il y a eu des progrès, il y a eu le premier sommet climat-Afrique qui a été organisé par le Kenya en 2023.
Il y a eu tout récemment encore, il y a à peine quelques jours, un sommet sur la dette organisé par l'Union africaine. Comment faire pour que ces positions communes africaines, une fois qu'elles sont articulées, elles soient portées dans les enceintes internationales de façon efficace et je dirais d'une seule voix, sans donner le sentiment qu'une fois arrivés dans les COP, ou par exemple au prochain sommet de Séville sur le financement global, il y ait plusieurs positions africaines et qu'on perde de vue cette position commune africaine qui fait la force du continent et qui l'exprime. Comment faire pour arriver à progresser là-dessus? Parce que si je me souviens, au moment des discussions en cours sur la représentation de l'Afrique au G20, ou l'acquisition d'un statut de membre à part entière, et ce sont un peu les mêmes discussions quand on parle de la réforme du Conseil de sécurité, on entend beaucoup dire, oui, mais pourquoi donner un siège à un continent de 54 pays qui sont dans le fond incapables de s'entendre? Donc, comment... Alors, je crois que deux aspects qui sont, à mon avis, aussi importants, de la même importance, font justement que les positions africaines, parce que parfois elles sont bien identifiées, n'arrivent pas à destination et puis à être portées par le continent dans son ensemble. Le premier aspect, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est le manque d'unité. On a appelé ça solidarité. On peut dire aussi qu'avoir effectivement une même vision pour 54 pays, ce n'est pas toujours évident, mais là où nous avons pu identifier l'intérêt de l'Afrique à 54, donc pour tout le continent, ça c'est déjà un premier pas. On n'est pas toujours unis. Le continent africain n'est pas toujours uni. Ça c'est la première barrière. La deuxième barrière, et ce qui est le cas par exemple pour la position africaine qui avait été arrêtée à Nairobi, mais qui ne s'est pas nécessairement retrouvée à Dubaï, c'est que nous manquons de méthodologie, nous manquons d'organisation, nous ne savons pas, parfois, nous ne savons pas aller jusqu'au bout. Et ce qui est regrettable, en fait, c'est que chaque fois, j'ai plusieurs exemples en tête, chaque fois que le continent a pu s'unir autour d'un sujet, identifier son intérêt, porter sa position ou son intérêt sur la table mondiale, l'Afrique a gagné. J'ai échangé tout à l'heure avec mon frère Moussa Faki. Quand le continent africain a soutenu le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus pour le poste de directeur général de l'OMS, il n'y avait aucune divergence sur le continent. C'était un intérêt clairement identifié comme intérêt du continent d'avoir à la tête de cette organisation, après l'expérience Ebola, qui avait fait souffrir certains pays du continent. Plusieurs pays africains étaient convaincus qu'il fallait un Africain à la tête, une personne compétente bien évidemment, à la tête de l'OMS. Ça, c'était la première partie. On était tout le continent était en soutien à un candidat africain qualifié qui pouvait porter la voix, porter l'intérêt du continent au sein de l'Organisation mondiale de la santé. C'était la première partie. La deuxième partie, c'est qu'il fallait s'organiser pour cela. Alors, je rappelais à Moussa Faki que plusieurs mois, bien avant le début de la vraie campagne pour l'OMS, la présidente de la commission de l'Union africaine à l'époque, qui était Madame Nkosazana Zuma, Moussa Faki et moi-même, nous nous sommes rendus à Genève. Je faisais partie de la campagne du docteur Tedros pour le compte des pays de l'Afrique de l'Est. Nous nous sommes rendus à Genève
Nous avons rassemblé tout le monde, nous avons parlé au groupe des ambassadeurs africains, nous avons accompagné cette candidature jusqu'à la victoire du docteur Tedros. C'était clairement un intérêt qui était identifié comme un intérêt du continent. Nous avons pu, vers la fin de la campagne, rencontrer quelques difficultés, mais je salue encore aujourd'hui le groupe des ambassadeurs africains à Genève qui n'a pas lâché cette candidature. Et pour moi, le fait que l'Afrique soit restée unie jusqu'au bout a fait qu'aujourd'hui, nous avons, depuis plusieurs années, depuis 2015, je crois, Tedros Adhanom comme directeur général de l'OMS en africain, qui a été soutenu par toute l'Afrique et où il y a eu une certaine méthode. D'ailleurs, c'était la même chose pour la période d'Ebola, où l'Afrique, surtout de l'Ouest, des pays comme le Libéria, la Guinée, etc., ont sollicité d'autres pays africains, par exemple pour le personnel soignant, pour le personnel médical. À ce moment-là aussi, Madame Zuma, qui était elle-même ancienne ministre de la Santé, elle a sollicité plusieurs ministres entre nous. Nous avons mobilisé nos États et nous avons pu envoyer dans ces pays en Afrique de l'Ouest des personnels qui sont partis sur base volontaire. Mais cette fois-là aussi, l'intérêt du continent, c'était de soutenir les pays africains qui faisaient face à cette crise qui était... Bon, après Covid, on a vécu d'autres moments aussi d'unité du continent et de méthode pour aller jusqu'au bout. Donc, pendant la période d'Ebola aussi, aucune divergence, plusieurs réponses positives et en soutien aux pays africains à l'époque qui étaient en difficulté. Donc, pour moi, à la fois pouvoir identifier l'intérêt du continent, pouvoir porter cet intérêt jusqu'au bout, avoir une certaine méthode, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, une position commune, il faut la porter jusqu'au bout. Et c'est dans tous les cas que moi je connais sur le continent africain. C'est dans ces deux cas-là où on a identifié et où on poursuit jusqu'au bout, on porte la position du continent jusqu'au bout que le continent gagne. Je voulais mentionner ce que mon frère du Kenya, Martin Kimani, a dit tout à l'heure sur les 3 pays africains au Conseil de sécurité des Nations Unies. Effectivement, avec le temps, on se rend compte que les A3, les 3 pays africains qui sont toujours à titre rotatif au Conseil de sécurité des Nations Unies, ils sont en train de forger vraiment des positions communes. Donc il y a plus ou moins aujourd'hui une voix de l'Afrique à travers les 3 pays qui sont au Conseil permanent, qui sont au Conseil de sécurité, mais qui sont non permanents, et qui portent plus ou moins les positions africaines. Ça n'a pas toujours été le cas. Et quand on parle, par exemple, l'exemple de la Libye, qui à plusieurs reprises a été mentionné aujourd'hui, c'est vrai que les résolutions étaient là, les belles paroles étaient là, mais quand on va dans les détails, est-ce que l'Afrique était vraiment unie au Conseil de sécurité quand il a fallu, par exemple, voter la résolution sur la zone d'interdiction de vol, la no-fly zone, en mauvais français, l'Afrique n'était pas au rendez-vous au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, l'intérêt de l'Afrique était bien évidemment identifié, mais des positions nationales, individuelles, ont pris le dessus. Et c'est vrai que ce qui est arrivé avec la Libye, encore une fois, j'étais
avec Moussa Faki à Addis Abeba, il y avait des fluctuations, des paroles de chefs d'État qui changeaient de temps en temps, et ça a facilité la tâche à ceux qui ne voulaient pas que l'Afrique fasse partie des porteurs de solutions. Et donc cet aspect d'unité, de position, c'est l'aspect primordial. Après, on peut toujours trouver un moyen aussi de s'affilier des partenaires, des pays qui sont loin du continent, mais qui chaque fois, en tout cas c'est dans mon expérience, chaque fois n'osent pas aller aussi ouvertement contre les positions africaines quand l'Afrique est unie et agit ensemble. Oui, donc c'est vraiment cette capacité à articuler une position commune, à faire front commun, qui pour vous est, ce qui est absolument vrai, qui est une absolue priorité. Est-ce que, parce qu'on dit beaucoup, il faut défendre on identifie la défense du multilatéralisme avec la défense du système multilatéral. Mais dans le fond, quand on parle du système multilatéral, la plupart aujourd'hui continuent de penser qu'il se résume aux Nations Unies et à Bretton Woods. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Est-ce que vous pensez que c'est un système qui est devenu un peu obsolète? Parce que dans le fond, il repose sur des fondements qui sont devenus obsolètes. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme certains, qu'il est en état de mort cérébrale, mais enfin, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il est à la fois pas tout à fait capable de résoudre les crises et pas tout à fait capable non plus de se réformer. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même encore qu'il faut continuer à se battre pour effectivement renforcer la voix du continent africain dans ces instances onusiennes et Bretton Woods, ou est-ce qu'il faut aussi considérer des solutions alternatives et l'intérêt de solutions alternatives qui sont aussi des formes d'expression du multilatéralisme? Je pense par exemple au groupe des BRICS qui continue de s'accroître. C'est aujourd'hui près de la moitié de la population mondiale, près du tiers du PNB mondial en parité de pouvoir d'achat, près du quart de la surface du globe et 40% des utilisateurs d'Internet aujourd'hui dans le monde. Est-ce que c'est parce que c'est ce que vous disiez aussi, on peut considérer plusieurs partenaires différents. Est-ce que considérer l'appartenance à différents systèmes multilatéraux est aussi une option, est aussi quelque chose qui doit être considéré pour le continent africain, notamment en matière de sécurité? D'abord, pour moi, le système multilatéral, le multilatéralisme n'est pas que les Nations Unies. Ce serait une erreur aujourd'hui, après autant d'années d'existence des Nations Unies, de considérer que ce qu'on appelle multilatéralisme égale aux Nations Unies. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que c'est peut-être plutôt les nombreuses composantes du système onusien, au-delà de l'appartenance en tant que pays à l'Organisation des Nations Unies. Le multilatéralisme aujourd'hui, évidemment, ça fait plusieurs années déjà qu'on parle du fait qu'il est mis à mal, qu'il doit se réformer. Et on voit aussi aujourd'hui que ce système est contourné et ignoré par plusieurs pays parce qu'ils le peuvent. Je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait que certains ne se retrouvent pas, ils n'y voient pas une réponse à leurs problèmes, à leurs aspirations. Au-delà du fait même des échecs, il y en a beaucoup, on en a parlé aussi ce matin, mais le système multilatéral basé sur l'après-Deuxième Guerre mondiale avait un objectif assez précis. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée c'était de rechercher la paix entre ceux qui pouvaient se faire sérieusement la guerre. C'était ça l'objectif.
quand on est passé de la Société des Nations à l'Organisation des Nations Unies, c'est aussi parce que l'objectif premier semblait être compliqué. On a élargi, on a pensé différemment. Et donc aujourd'hui, l'Afrique se retrouve dans ce système multilatéral. Et entre nous, quand j'étais encore ministre des Affaires étrangères, on s'amusait de temps en temps à dire comment nous, ministres africains, on nous disait la communauté internationale ne va pas vous permettre ceci, la communauté internationale ne va pas faire cela, comme si l'Afrique ne faisait pas partie de la communauté internationale. Et donc, aujourd'hui, des blocs, des groupes, des rassemblements de pays tels que les BRICS, c'est une réalité du monde tout court et du monde multilatéral en particulier. Et c'est dans l'intérêt de l'Afrique d'avoir des partenaires diversifiés, c'est dans l'intérêt de l'Afrique de faire du shopping dans toutes les sphères du monde, de poursuivre ses intérêts, à la fois à New York, mais aussi à Beijing, à Abu Dhabi, à Doha. Voilà. L'intérêt de l'Afrique, aujourd'hui, c'est on a beaucoup parlé de cela ce matin, c'est d'abord de se choisir ses propres partenaires pour les intérêts définis déjà par l'Afrique. Et le fait qu'on voit tous ces blocs qui se forment parfois juste sur des sujets précis ou sur un thème ou un intérêt particulier, mais qui ne sont pas des groupes permanents. C'est ça le système multilatéral aujourd'hui. C'est à la fois les rencontres annuelles à New York au mois de septembre à l'Assemblée générale, où par ailleurs il y a beaucoup plus de réunions bilatérales et d'événements en marge que ce n'était le cas il y a une vingtaine d'années, où s'il n'y a pas un chef d'État qui met un peu d'épices dans le débat à New York, la salle de l'Assemblée générale est à moitié vide. C'est le constat à New York. Dans le temps, quand il y avait Castro ou Kadhafi ou Madame Kirchner ou le président Trump dans son premier mandat, où la salle est remplie à craquer. À part cela, la salle des Nations Unies se vide petit à petit pour des petits intérêts qui sont des intérêts de grande importance pour les pays. C'est devenu un endroit de rencontre avec un thème déjà défini où personne ne fait attention à ce thème. Et ça montre que le système multilatéral, en fait, et on ne doit pas s'en faire tant que ça, parce que c'est aussi important de pouvoir se rencontrer, d'avoir un endroit où tout le monde est chez soi, où c'est permis d'aller, d'être, de passer du temps. Mais en même temps, aujourd'hui, ça ne suffit pas. À New York, au mois de septembre, il y a toujours des mini-assemblées générales au sein de l'Assemblée générale. Et c'est ça le système multilatéral aujourd'hui. La vraie question n'est pas tellement de préserver des formats c'est vraiment de s'ajuster au temps dans lequel nous vivons, de ne pas perdre de vue, justement, un mot qui m'est très très cher, de ne pas perdre de vue nos intérêts et d'utiliser tous les moyens, tous les outils à notre disposition, y compris le système onusien multilatéral, mais de ne pas s'accrocher à ce système comme si ce système à lui tout seul était porteur de solutions. Les BRICS, dès leur inception, c'est des pays qui se sont rassemblés parce qu'ils avaient un intérêt commun. Ils ont élargi, ils continuent d'élargir, mais ils ne se sont pas vraiment mis ensemble comme un club de copains. C'était pour poursuivre un intérêt bien précis,
et c'était un intérêt partagé pour le continent africain, qui d'ailleurs a eu l'Afrique du Sud comme pays africain dès le début. C'est important de pouvoir tirer profit de tout cela, des BRICS, de l'ASEAN, qui rassemble beaucoup de pays asiatiques, de la francophonie, qui est une organisation, la deuxième organisation multilatérale la plus importante en termes de nombre d'adhérents. C'est tout ce monde qui s'ouvre devant nous, et c'est à nous aussi de nous mettre dans l'air du temps, de ne pas rester dans des schémas classiques qui ne servent plus ni nos intérêts ni nos peuples. Non, je crois que vous avez tout à fait raison, et c'est vrai que c'est une difficulté pour beaucoup de mesurer à quel point on est sans doute passé d'un monde d'alliances gravées dans le marbre, friend or foe, quels que soient les sujets sur la table, à un monde de coalitions successives qu'il faut bâtir à chaque fois sur des sujets différents avec des partenaires différents. Évidemment, ça demande beaucoup plus de mobilité et d'agilité, ce qui pour un jeune continent ou un continent jeune comme le continent africain est certainement quelque chose qui peut faire très bien. C'est vraiment absolument fondamental. Je revenais sur cette capacité effectivement à bâtir une coalition. Vous avez évoqué le cas d'Ebola, mais ça a été la même chose au moment du Covid, où l'Union africaine a quand même réussi à mettre sur pied en extraordinairement peu de temps. Je parle devant Donald Kaberuka, qui en était un des architectes, cette coalition pour une sécurité sanitaire en Afrique, parce que c'est aussi de sécurité dont il s'agit, avec la mise en place de la VAT, et c'était tout à fait remarquable et impressionnant. Donc, yes we can, enfin la capacité est là. La démonstration a déjà été faite que c'était possible. Donc, je pense par ailleurs, c'est un très bon exemple, Nathalie, cette coalition d'Africains que j'appellerais internationalistes, qui de leur propre initiative se sont mis ensemble et ont décidé en fait de servir de passerelle, parfois d'interprète entre le continent africain et le reste du monde, y compris des institutions internationales, particulièrement les institutions de Bretton Woods. Moi-même, j'ai fait partie de cette équipe, et ceux d'entre nous qui étaient qui n'étaient pas nécessairement en fonction à la tête d'organisation ont pu rejoindre les chefs d'État de l'Union africaine pour soutenir des décisions africaines qui étaient prises en commun, qui étaient soutenues, même si parfois certaines choses allaient un peu plus lentement que d'autres. Mais ça c'est un exemple de comment le monde multilatéral peut fonctionner aujourd'hui avec, je pense que nous avions des réunions hebdomadaires tous les mardis avec Vera Songwe qui était notre rassembleuse, avec les agences de notation, que beaucoup de ministres des Finances du continent africain ont pu se rassembler et profiter de l'expérience d'Africains tels que Donald Kaberuka, Tidjane Thiam et d'autres, même le secteur privé, Ngozi, notre sœur nigériane à la tête de l'EMC. Et ce réflexe d'Africains qui connaissent à la fois l'Afrique et le reste du monde et les institutions internationales a été vraiment, pour moi, un moment très révélateur de ce que l'Afrique peut faire avec une certaine spontanéité, avec les connaissances qui sont à travers notre continent, et que, bon, on peut être pris au sérieux quand on arrive à vraiment bien définir et organiser notre action. Le secteur privé africain, qui était très impliqué aussi, et qui, bon, maintenant, les résolutions qui ont été prises, par exemple, sur l'allègement de la dette, je ne sais pas où sont passés les 100 milliards, mais je pense qu'il y en a eu 30. On sait 30 ou 33, je ne sais plus finalement ce qui s'est passé,
Mais cette fois-ci, du côté africain, les Africains avaient fait ce qu'il fallait faire. Le sérieux des chefs d'État africains pendant la période Covid, qui ont pris des décisions extrêmement compliquées telles que fermer les frontières, qui se sont mis à la télévision pour montrer comment se laver les mains proprement, qui ont parlé à leur population. C'était un moment où l'Afrique s'est réveillée et a agi. Je pense que les dirigeants n'ont pas reçu vraiment autant de crédit qu'il fallait, parce qu'ils sont sortis de leurs réserves et de leur routine pour essayer de trouver et d'apporter des solutions à leur pays. Donc, pour moi, Nathalie, le multilatéralisme, est-ce que le système multilatéral va se réformer? Je ne pense pas. Non. Il va y avoir des petits bouts ici et là, on va beaucoup parler, on va sortir des résolutions, on va se rassembler, mais c'est inévitable aujourd'hui que l'Afrique, qui cherche à diversifier ses partenaires, et ces différentes formes de multilatéralisme avec des mini-blocs, des groupements, c'est une opportunité immense pour le continent africain aujourd'hui. Non, mais c'est certainement inventer quelque chose d'autre. Et ce que vous dites, cette capacité à bâtir des coalitions multi-acteurs, y compris effectivement en associant le secteur privé, le secteur financier, les médias, la société civile. C'est vrai, dans le fond, c'est un espèce de multilatéralisme étendu en fonction des différents sujets. Est-ce que je peux peut-être vous poser une dernière question? Enfin, on a parlé de la difficulté à bâtir des positions communes et ensuite à les défendre à 54. Vous, Madame la secrétaire générale de la francophonie, vous êtes à la tête de 93 États qui sont répartis sur les 5 continents. Vous avez sûrement des conseils à donner sur à la fois la difficulté et les recettes, en quelque sorte, pour arriver à articuler, à définir ces positions communes et ensuite à les défendre. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Quand on est sur un seul continent, c'est déjà compliqué. L'OIF, effectivement, compte ses membres sur les 5 continents. Moi, j'ai été élue à la tête de l'OIF pour impulser une certaine réforme, une modernité pour s'adapter, puisque c'était les 50 ans de la francophonie en 2020. J'avais un petit peu participé aux réformes de l'Union africaine. Je savais la complexité et la difficulté de réformer une institution qui a pris ses habitudes, bonnes et mauvaises, depuis plus de 50 ans. L'OIF, avec son premier secrétaire général, Boutros Boutros-Ghali, s'est doté d'une influence politique qui permet aujourd'hui à ces États de temps en temps accepter de se mettre ensemble pour poursuivre un objectif commun. Je pense notamment... alors, pour cela, mon expérience à moi, à la tête de l'OIF, mais aussi dans ma vie professionnelle passée, c'est qu'il faut s'assurer que tous les membres d'une organisation comme la nôtre comptent. Que les petits États comme les grands États, au-delà de la France et du Canada, qu'il y a aussi Monaco, qu'il y a le Luxembourg, qu'il y a la Suisse, qu'il y a la Belgique, qu'en Afrique, au-delà du Sénégal, qui est un pays fondateur, et de la Tunisie, il y a aussi la République centrafricaine, il y a le Burundi, il y a le Rwanda, il y a des pays. Le fait de créer un esprit rassembleur est très, très important. Parce que ça donne justement ce sentiment d'appartenance qui permet maintenant de poursuivre des objectifs communs. Il faut absolument créer de l'espace pour que chaque entité, chaque pays, nous avons des pays et des gouvernements qui ne sont pas des gouvernements tels que le Québec, qui est un membre à part entière, tout comme le Canada fédéral, la Louisiane, qui est un État américain,
tous nos États de l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, etc., le Liban au Moyen-Orient, Djibouti dans la Corne de l'Afrique. C'est un conseil que je sais qu'il marche. Certains des conseils que je donne ne marchent pas. Mais donner le sentiment d'appartenance, d'importance, c'est vraiment très, très important. C'est pour cela qu'à la tête de l'Union africaine, quand il y a comme président un exercice, un petit pays comme les Comores, ça vaut la peine parce que c'est une diversité de l'Afrique qu'il ne faut pas négliger. Alors, une fois qu'on a ce sens d'appartenance, tout comme ce que je disais tout à l'heure par rapport au continent africain, qu'est-ce qu'on veut? Nous avons par exemple à l'OIF, dès l'annonce de ce code numérique mondial, voulu que le monde francophone ne soit pas perdu avec ce code qui est extrêmement important. Nous avons parlé de l'importance de l'intelligence artificielle. Eh bien, nous avons des pays membres qui, en dehors de leurs frontières, ne savent s'exprimer qu'en français. C'est le cas notamment de plusieurs de nos États du Sahel et de l'Afrique centrale, qui restent très, très liés à la langue française pour pouvoir communiquer dans le monde. Et donc, nous avons pensé qu'il était important que tout ce monde qui s'exprime en français, une grande partie sur le continent africain, puisse bénéficier, puisse faire partie de la réflexion sur ce code qui va s'appliquer à tout le monde, de donner ses propres suggestions, propositions, et qu'une fois que ce code sort, il puisse aussi sortir en langue française, la langue dans laquelle plusieurs de nos États s'expriment. Et donc, nous, l'OIF, nous avons mobilisé tous nos États membres. Nous avons ensuite, en tant que secrétariat, proposé quelques pistes pour ce code numérique mondial. Nous avons ce qu'on appelle des groupes d'ambassadeurs francophones un peu partout dans le monde qui ont été mobilisés pour que la contribution du monde francophone à ce code existe. Et nous, donc, nous, le secrétariat, nous l'avons aussi traduit en français pour qu'il puisse être accessible. C'est une action dont je suis très fière parce qu'en réalité, même sur les 10 personnes ou personnalités qui avaient été sélectionnées par le secrétaire général des Nations Unies comme ambassadeurs du numérique, il y avait une seule personne sur 10 qui venait d'un pays membre de l'OIF. Ce pays, c'était le Rwanda, mais c'était une jeune Rwandaise anglophone. Et donc, heureusement que pour beaucoup de nos pays, contrairement au Rwanda qui a à la fois l'anglais, le français, d'autres langues, beaucoup de nos États membres n'étaient pas capables de vraiment fonctionner avec un code, n'étaient pas capables de contribuer et après de pouvoir bénéficier d'un code qui était dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Donc voilà l'ouverture de l'espace pour que tout le monde appartienne, très important. Il n'y a pas de petits pays et de grands pays. Ensuite, pouvoir trouver une contribution qui est le souci, qui est la volonté de tout le monde. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps encore pour des questions. Je ne sais pas. Est-ce que... On peut prendre une ou deux questions si ça ne vous dérange pas. Très bien. Excellence. Merci. C'est plutôt un commentaire plus qu'une question. Je crois que la capacité de négociation de l'Afrique, sa capacité à formuler de positions communes est un sujet de préoccupation. Le sujet est double. Il est d'abord interne. Comment faire en sorte que la cinquantaine d'États africains puissent arriver à un consensus pour adopter une position commune. Ça, c'est un travail à faire au niveau des États africains. Mais il faut reconnaître qu'également, il y a une dimension externe
Parce que les puissances conditionnent, aident même parfois ces États à ne pas s'entendre. Ça, c'est également une réalité. J'avoue que pendant les 17 ans où je fréquente ce milieu diplomatique, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, sur les questions du climat, nous avons tenu un sommet extraordinaire à Nairobi. Il y a une position africaine commune qui a été portée au niveau de la COP. Mais, comme d'habitude, les fonds verts, des promesses et des promesses, jusqu'à là, on ne voit pas les résultats. Deuxième exemple, et j'aurais bien aimé que le docteur Kaberuka soit là, parce que c'est lui qu'on a chargé depuis bientôt 8 ans sur le dossier du financement des opérations de paix africaines, pour qu'elles aient le financement des Nations Unies. Après une rude bataille, nous avons pu réussir à adopter la résolution 2719, qui accorde 75% pour les missions de paix africaines. Malgré tous les efforts, et l'ensemble de la communauté internationale est d'accord, sauf un seul État. Nous avons voulu appliquer cette résolution-là sur la Somalie. Jusqu'à la semaine passée, je crois que Donald également était dans la délégation de l'Union africaine qui est partie à New York et à Washington, nous ne sommes pas arrivés. Donc même si vous élaborez des positions communes, même si par-dessus le marché, elle est soutenue par le reste, le système des Nations Unies est fait de telle façon qu'au Conseil de sécurité, un seul pays peut bloquer. Alors qu'est-ce qui peut arriver en Somalie? Les troupes sont africaines, on a 11 à 12 000 hommes qui doivent être sur place et qui doivent faire face à la nébuleuse del Shabab. Voilà un exemple de la limite aujourd'hui du multilatéralisme. Il est bien vrai qu'il n'est pas seulement les Nations Unies le multilatéralisme, mais quand même le symbole, notamment en matière de paix et sécurité, l'organe aujourd'hui qui est reconnu compétent, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il est fait de telle façon qu'un seul État peut bloquer par la menace ou l'utilisation du droit de veto pour qu'une décision ne puisse pas être prise. Voilà vraiment un exemple. J'avoue que par ailleurs, les États africains sont en train de s'organiser. Le A3 à New York, nous l'avons réorganisé. Et avec le soutien de la représentation de l'Union africaine à New York, maintenant les positions africaines sont plus ou moins unanimement adoptées. Il y a une relation directe avec Addis, avec le Conseil paix et sécurité, avec la Commission. Et très souvent, sur l'essentiel des questions, il y a une position africaine qui est défendue au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà les limites qui sont celles du continent africain. Et moi, je suis de ceux qui disent très souvent que la responsabilité première incombe aux Africains nous-mêmes. Je le dis, je le répète à l'envi, au point d'être politiquement incorrect avec même le leadership africain, mais je crois que c'est une nécessité. Il faut assumer sa part, mais il faut également que nous sommes dans un monde, une menace comme le terrorisme, l'extrémisme violent est une menace à l'ensemble de la planète. Et si un pays comme la Somalie, où il faut le reconnaître, l'Union européenne a dépensé près de 3 milliards d'euros ces dernières années, et que nous puissions arriver en ce moment-là et qu'on soit bloqué, qu'est-ce qui peut arriver demain en Somalie? Ça, c'est vraiment une question qui... parce qu'il y a un veto qui n'a pas été voté, mais même la menace du veto a fait qu'aucune décision n'ait été prise. Et nous sommes dans cette situation. Merci beaucoup. Je pense que, mon cher frère, je pense que dans ce cas, la meilleure chose pour le continent, c'est d'arrêter les conflits. Je pense que c'est la meilleure assurance parce que avec tous les conflits qu'il y a sur le continent et les frustrations qu'il y a par rapport au Conseil de sécurité où un seul pays sur le reste de la planète peut décider, je pense que ce qui est en notre pouvoir, c'est de ne pas commencer à entamer des conflits et quand ils arrivent, il faut qu'on puisse les arrêter, qu'on puisse réunir nos forces pour combattre le terrorisme qui est un fléau qui nous affecte tous et qui est très complexe.
Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de conflits sur le continent africain qui n'ont aucune raison d'être. Your Excellency, Louise, thank you for a very explicative fireside chat. I have a comment, and I want to say, my name is Kingsley Morgalu, and I'm president of the African School of Governance, the ASG University, headquartered here in Kigali. In our conversations about changing Africa's bargaining power or repositioning Africa's bargaining power, I find that there's something very fundamental to which we do not pay enough attention. With all due respect to multilateralism, multilateralism will not save Africa. Multilateralism will not make Africa influential. What will make Africa influential is Africa's ability to govern its domestic national spaces and to create prosperity and to defend the territories of African countries. So we're talking about governance in our countries. If we don't sort that out, we're not going to be able to get the kind of respect on the international stage that we hanker after with multilateral forums. I'll give you an example. I spent 17 years as a United Nations official, went from entry level to director before I left in 2008. South Korea joined the UN only in 1990 or so, very late. By 1997, they had produced the Secretary General because they were aligned with a superpower that backed their candidate. But they had created wealth. They were an economic power in the world. So my point is this, not to diminish the importance of multilateralism, but that Africa must first govern itself at home effectively. You know, multilateral forums are a projection of national power. But we sometimes tend to think that they matter in and of themselves. My view is that they don't. They're only as good as you are from home, and then you're projecting outwardly abroad. Because the nature of the world is just very simple. The world has gone in epochs. Once upon a time, we had an international system where countries dealt with traditional diplomacy, wars, commerce. Then, starting from the late 1800s, once you had the Universal Postal Union and globalization became real, you began to have what we call the International Society of States, because now you had multilateral forums. And then the third phase is the so-called international community, which, of course, is an aspirational phrase, and it's not real. So African countries must understand the real nature of the world before they can engage with the world with stronger bargaining power. Thank you. I cannot not comment on your comment, Kingsley. Don't you think it's also important for I think we Africans tend to be shy in the international arena, and perhaps we've been taught to be very polite and to behave, but I find that there's no question about really governing ourselves and making sure we have something desirable like South Korea did. But there's also something about not negotiating our worth. Africans are good at not knowing, or at least not negotiating their worth. I mean, if you look at a small country like Djibouti. Djibouti is a tiny country,
right at the very end of the Horn of Africa, basically produces nothing much, but it's been able to bargain its worth, and its worth is geographical location. That's all Djibouti has. And the rest of the world is in Djibouti. China is there, US is there, France has been there for a long time. Who else is there? Japan, the rest of the world, all these countries have their bases there, they're checking on their maritime transport from there. How much does Djibouti have? But Djibouti was able to say, because I'm located in this particular part of Africa, I matter. And it's been able to survive just with geographical location. We have, I was talking to my friends from Europe. We've been active in the Africa-Europe Foundation, Natalie and some other people, and we were talking about the upcoming ministerial meeting. I think it's in 2 days in Brussels, between the European Union and the African Union. And I was saying, I am praying that I'm wrong, but I would not be surprised in 2 days in Brussels if the number of African ministers is not at least double the number of ministers from the EU. I will count in 2 days. I think it's on the 21st. Why should that be like that? Why is the worth? Why do we think that we're not worth whatever we have as value? Can we value that value more than we have been doing? Why should we send full-fledged, important plenipotentiaries to sit with directors from whatever part of the world? So that's also a problem for the continent. That, you know, if you are a government minister, you should be having a dialogue with the government minister. You should make your point of view clear. You should not be talking to a deputy director, which happens a lot in the relations between Africa and the rest of the world. So I think, definitely, no question about it, governing ourselves to be desirable, to offer something, to be worth if not the friendship, the partnership of other parts of the world. And perhaps if we complained a bit more about what they do to us and put a bit more effort into what we can do, that might be a good way to go. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce panel riche et inspirant. Le message est clair. Notre part est la plus grande affaire pour avoir un siège à la table et pour le garder. C'est notre responsabilité, comme nous l'avons entendu. Le deuxième point est que nous avons compris est que quand on est unis jusqu'au bout, on peut accomplir énormément, comme vous l'avez bien illustré. Et cela indépendamment de la crise, de la situation, du système ou de l'endroit. Mesdames et messieurs, nous avons entendu des recommandations et je nous encourage maintenant à continuer cette conversation bien au-delà de cette salle, dans nos institutions, dans nos décisions que nous prenons tous les jours et dans notre vision partagée d'une Afrique forte qui propose et qui transforme dans ce siècle et dans ceux à venir. Merci de votre attention. Nous allons maintenant passer au dernier panel pour la journée. It's going to be about the private military companies and it's going to be held here in the next 15 minutes. Thank you very much for your kind attention.